Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Finance Academy qui est une chaîne YouTube dédiée à la bourse, dédiée au stock picking sur Euronext. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire la présentation de la société SAMC qui est une société qui est cotée sur Euronext Paris et qui est éligible au PEA. Alors dans cette vidéo on va parler stratégie de développement, on va parler stratégie de positionnement par rapport à la concurrence, on va parler dividendes, on va parler impact de la crise Covid et on va parler de l'impact de l'inflation, notamment la hausse des matières premières. Je vous partage donc tout ça derrière cette vidéo. Je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. Alors cette présentation du groupe SAMC que vous allez voir ici, c'est tout simplement l'extrait d'une conférence gratuite que j'avais faite en live le 14 mai 2022. La conférence complète dure 1 heure. Là, je vous ai mis un extrait de 25 minutes, mais pour autant, on va aborder tous les thèmes principaux de cette présentation. Donc cette conférence live, je l'avais faite aux abonnés de ma newsletter. Et le support que j'ai utilisé tout au long de cette conférence, c'est le PDF de ma newsletter de mars. Alors si ce type de conférence vous intéresse ou si ce type de newsletter vous intéresse, ce que je vous invite à faire, c'est que vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Vous allez dans le lien de la barre de description, c'est entièrement gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement mes publications. Bon voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour cette conférence sur SAMC. Bon, écoutez, déjà, merci d'être présent là pour cette conférence SAMC, puisque j'ai assisté à l'assemblée générale de SAMC, donc je suis allé à côté de Grenoble. Donc l'idée là, c'est que je vais vous partager, je vais commencer par, pour certains, ça va être de la redite, mais je vais représenter rapidement le groupe SAMC. Après, on va aller sur les résultats 2021, on va aller sur les perspectives 2022. Et si à tout moment vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me dire « Philippe, tel truc, j'ai pas compris, est-ce que tu pourrais revenir ou j'ai une question sur ci, sur ça ?» Voilà. Donc, avant toute chose, je suis obligé de faire un disclaimer. Moi, je suis pas conseiller en investissement financier. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis pas habilité par la régulation, les autorités de régulation, pour pouvoir distribuer des produits structurés, vendre du conseil, etc. Donc, ce que je fais là, c'est de l'édition, c'est-à-dire je donne mon avis. Et je fais du reporting de point de vue, d'interview que j'ai pu avoir des dirigeants là. Voilà, ok, pour que ce soit bien clair. Prenez pas ça pour des conseils à l'achat ou à la vente, même si, comme je l'ai mis dans ma présentation, moi je suis actionnaire de SAMC, donc évidemment j'ai un biais puisque je suis actionnaire. J'essaie d'éviter d'être actionnaire de trucs qui marchent pas trop. Donc je pense que la boîte elle marche plutôt bien, mais ça c'est mon biais d'actionnaire. À vous de faire bien attention par rapport aux infos que je peux donner. Est-ce que j'ai pas tendance à surestimer l'entreprise. Alors donc SAMC, c'est une boîte qui fait quoi? Donc c'est une boîte qui est dans le bâtiment en fait. Donc ils ont deux activités. Et la première, c'est qu'ils font en fin de compte les matériaux de construction. Donc ils les distribuent, ils fabriquent pas. Donc ils les distribuent en France comme ceci à travers 350 points de vente et puis à travers 55 départements. Donc ça représente à peu près, on va dire, les 3/4 du chiffre d'affaires. C'est de la distribution de matériaux, donc c'est du négoce en bâtiment vers des artisans. Donc c'est quoi en fait? C'est de la laine de verre, c'est du placo-plâtre, c'est des tuyaux d'adduction d'eau, c'est bon, vous voyez le genre de truc qu'il y a dans le bâtiment en fait. Et la deuxième activité qu'ils ont, c'est du bricolage. Donc ils ont des magasins de bricolage et là ils s'adressent à des particuliers. Donc là c'est du B2C et donc là ils vendent des matériels de bricolage, donc ponceuses, perceuses, etc. quoi. Donc voilà. Donc ça c'est leur réseau qu'ils ont en France. Et donc ils font ça à travers, ce petit tableau qui est plutôt pas mal. Ils ont pour l'activité de bricolage une seule marque qui s'appelle l'entrepôt du bricolage, donc qui s'adresse à des particuliers. Et puis pour la partie négoce, ils ont deux branches en fait. Ils ont ce qui s'appelle multi-spécialité, où là ils s'adressent à des artisans qui veulent faire leur sourcing avec un peu, pas de spécificité, mais ils veulent un petit peu de tout. Mais ces magasins ont à peu près, les mêmes produits, puisqu'il y a un peu de tout. Voilà. Après, vous avez des magasins qui sont plutôt spécialisés, où là, par exemple, vous avez tout ce qui est adduction d'eau. Donc là, vous avez tout ce qui est pour la flotte, en fait. Après, vous avez tout ce qui est bois. Donc évidemment, là, c'est pour des charpentes, par exemple. Tout ce qui est carrelage, menuiserie, etc. Donc voilà les deux façons d'adresser les clients. Et il y a une particularité chez SAMC, c'est que tout ce qui est logistique et transport, c'est en propre chez eux. C'est-à-dire c'est eux qui ont leur propre camion, ils ont leur propre entrepôt avec leur propre logistique.
puisque vu qu'ils font de la distribution de matériaux physiques, ils ont besoin de faire de la manutention, donc des fois ça peut être des dalles béton, ça peut être des trucs qui sont super lourds, donc ils ont besoin d'avoir, je dirais, tout ce qui est logistique à dispo de eux pour que si jamais il arrive un réajustement à faire par rapport à une crise, un confinement comme il y a eu en 2020, et ben ils sont à même de pouvoir gérer leur flotte en fait de camions et leur flotte de logistique, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour ça qu'ils ont tout un tas de transporteurs qui sont donc à eux, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, eux ils livrent par exemple si c'est un artisan qui veut que ce soit livré chez lui, en fait depuis l'entrepôt où ils ont par exemple leur plaque-au-plâtre, jusqu'à l'artisan qui a son entrepôt à lui, et ben c'est vraiment un chauffeur SAMC qui va prendre un camion SAMC pour aller livrer le client final, l'artisan. Voilà. Après, côté structure juridique de la société, donc ici c'est la société qui est cotée. Donc en flottant en bourse, il y a à peu près 22%. Et vous avez une société au-dessus qui est une holding qui s'appelle Dumont Investissement, qui regroupe les 4 familles historiques, qui détient 77% du capital. Et donc Dumont est détenu par donc les familles historiques, les salariés, donc les salariés de SAMC, pas les salariés de Dumont, hein. Les salariés de SAMC ont en fait des parts de Dumont, et puis des partenaires bancaires, et puis des groupes industriels. Bon voilà, donc en famille on retrouve qui en fait? Donc vous avez les familles historiques, donc Joppé, Berriot, Doras, et puis Henri. Un point notable, c'est que vous avez les salariés de SAMC qui détiennent à peu près 25% du capital de Dumont via le fonds commun de placement. Donc ils essaient d'aligner énormément les salariés sur les résultats de l'entreprise cotée à travers un plan d'action plus de la part variable sur les salaires qui sont indexés évidemment sur la performance de l'entreprise SAMC. Alors je vous passe sur l'historique, hein, j'avais fait plus de détails sur la conférence d'avant, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que la boîte elle est centenaire. Et donc ils ont régulièrement racheté plein de petites entreprises au fur et à mesure qu'ils ont grandi. Et quand ils ont des acquisitions avec des marques fortes, ils gardent la marque. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec, si vous voulez, ça peut être une question que j'aurais pu avoir, mais pourquoi il y a autant de marques chez SAMC? Pourquoi tout ça, ça s'appelle pas SAMC, quoi, en fait, ce qui se passe, c'est quand ils achètent une partie, par exemple, SIMC, par exemple ici, ils achètent ces magasins-là, vu que c'est des marques qui sont fortes, qui sont déjà implantées dans des régions, en fait, ils gardent la marque. Voilà, pour pas perturber les clients, en fait. Donc, conclusion, vous vous retrouvez avec un empilement de marques, au fur et à mesure que le groupe y grandit, au sein du groupe, même si régulièrement ils rationalisent et ils fusionnent. Donc conclusion, c'est un groupe qui a donc 100 ans, donc ça veut dire que ils ont essaimé et tous les magasins qu'ils ont, il y a une partie qui est en propre, il y a 150 magasins qui sont en propre, magasins entrepôts, ça veut dire que tout ça, au niveau des actifs qui sont dans les comptes, il y a des magasins qui ont été achetés en 1970, d'autres en 75, d'autres en 80, 85, etc. Donc dans les comptes, ça veut dire que vu que derrière ils amortissent pour payer moins d'impôts, dans les comptes, la valeur de l'actif n'est pas du tout la valeur de 2022, si vous voulez. Voilà. Alors ça a probablement pu monter. Certains endroits où ça n'a pas trop bien marché, où il y a une densité de population qui s'est un petit peu effilée dans le temps. Là, la valeur peut-être du foncier a un peu baissé, mais globalement, on peut penser que vous avez une valeur de foncier qui est en actif caché, qu'on retrouve particulièrement dans des boîtes comme ça, qu'on acquis du foncier tout au long du temps sur un temps très long, quoi. Vous n'hésitez pas, hein, je rappelle, à m'interrompre si vous avez des questions. Après, SAMC en bourse, donc ça fait ça. Moi, j'ai le suivi depuis 90. Donc là, on est plutôt maintenant un peu plus haut, là, vers 205, 210. Voilà. Donc, bon, voilà, donc c'est en échelle log, hein, c'est plutôt un parcours qui est plutôt pas mal. Et puis, les dividendes qui versent. Alors, ouais, je vais en parler tout de suite. Donc, les dividendes, normalement, normalisés, c'est plutôt 2 euros, 3 euros, à peu près, dans un monde normalisé. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2020, il y a eu un tour de table ici, par Dumont. En fait, avant le capital de SAMC, donc on va dire par exemple en 2018, le capital de SAMC ici, vous aviez un autre actionnaire qui avait à peu près 22%, qui s'appelait CRH. Donc on va dire Dumont, ils avaient 50 et des brouettes. Il y avait toujours 22% en bourse, puis il y avait CRH, qui est un industriel, qui avait 22%. Et il y avait une option d'achat. CRH devait racheter tout SAMC à horizon 2022-2021.
Et ce qui s'est passé, c'est que CRH, il s'est vendu à un fonds qui s'appelle Blackstone. Et dans la culture d'entreprise de Samsey, quand ça s'est arrivé, ils se sont dit, bah ça c'est pas du tout ce qu'on souhaite. On souhaite absolument pas qu'il y ait un fonds qui ait une option d'achat de notre groupe. Donc ils ont essayé de négocier avec le fonds et ils y sont arrivés. Et en fait, Dumont a racheté les 22% qu'avait CRH. Pour pas que le fonds récupère tout Samsey. Donc ils se sont mis d'accord, donc ils ont racheté les parts de Samsey à peu près à 187 euros. Donc Dumont a monté, on va dire, de 50% à 77% en rachetant les parts du fonds. Ok, et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les dividendes? Ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait ça avec de la dette. Donc Dumont a pris 180 millions de dettes, à peu près, pour pouvoir acheter la partie CRH. Et vu qu'il y a de la dette en haut, c'est un grand classique ça. Quand il y a de la dette en haut, puis que vous avez la boîte côté qui génère beaucoup de cash flow, bah vous avez le cash flow qui remonte. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc dans un monde normalisé en fait, avec une holding qui n'a pas trop de dettes et puis une économie qui marche normalement, vous avez plutôt des dividendes qui sont à 2, 2,50, voilà. Et ce qui s'est passé ici sur l'exercice 2019 versé en 2020, c'est qu'ils ont remonté un dividende, regardez, qui est énorme en fait. 2 fois 8 euros ils ont fait. Tout simplement pour rembourser la dette en haut qu'il y avait chez Dumont. Voilà. J'en profite pour vous dire, j'avais fait une vidéo YouTube sur ça quand il y a eu le crack mars 2020. J'avais dû faire la vidéo au mois d'avril, au mois de mai. J'avais expliqué que probablement il fallait s'attendre à des gros coupons et c'est ce qui arrive quoi, à cause de cette thématique. Pour ceux qui veulent, je vous enverrai le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vu pour que vous voyez un petit peu plus comment ça s'est articulé. Parce que ce que je pensais, là, c'est en train de se réaliser. Donc, toujours est-il qu'ils ont versé donc 16 euros, 2 fois 8 euros sur l'exercice 2019 payé en 2020. Après, sur 2020, ils ont fait un acompte de 8 euros. Et là, cette année, ils proposent 16 euros encore. Donc, si on fait la somme, en fait, ça veut dire que sur 2 exercices, en fait, sur 2 ans, on va dire sur 24 mois, ils vont verser 40 euros de dividendes. Donc, voilà. Normalement, c'est 2,50. Voilà. Alors, pourquoi c'est comme ça? À cause de la dette en haut. Voilà. Donc je repasse un message, si vous faites du stock picking, essayez d'aller voir au-dessus les dettes qu'il peut y avoir, essayez d'aller voir les holdings, parce que ce qui se passe dans les holdings, ça décide de ce qui va se passer en dessous. Donc en dessous, vous avez énormément de cash flow, en fait, et si la holding elle a besoin de cash, pour des successions, donc les successions, il faut payer des droits de succession, pour de la dette qui a été prise pour racheter des parts, etc. Quand il y a besoin de trésorerie en haut, souvent c'est ce qui se passe. Voilà. Et là c'est un exemple. 40 euros de coupon, c'est quand même fort. Bon, voilà pour cette histoire de dividendes. Donc là, ils ont voté en AG 16 euros de dividendes. J'ai pas regardé finement quand est-ce que la date va être payée. Je sais pas. Tout ça, c'est dispo. Regardez au ballot, dans les convocations, vous l'avez. Bon, voilà pour l'histoire de la dette. Donc, ils sont en train de vouloir éteindre la dette Dumont, là, par le cash qui remonte. Alors la stratégie de développement, donc comme je l'ai dit, vous avez donc 2 segments de marché, la partie négoce et la partie bricolage. Donc vu que ça s'adresse pas du tout aux mêmes personnes, ils n'ont pas du tout géré la même façon de faire. Donc la partie bricolage, il faut essaimer proche de là où il y a des particuliers. Okay. La partie négoce, il faut essaimer les points de vente là où il y a des entreprises de bâtiments, quoi. Alors ce qu'ils font idéalement, c'est qu'ils font à peu près 2 à 3 acquisitions d'entreprises indépendantes par an, et ça fait presque 2 ans qu'ils n'ont rien fait là, parce que tout simplement avec la crise Covid qui au final est bénéfique pour tout ce qui est BTP, en fait, avec les gens qui font du cocooning, donc ils réaménagent des choses à l'extérieur ou ils font de la rénovation, vous vous retrouvez avec énormément de résultats positifs chez les artisans, chez les concurrents, les petits concurrents de Samsey, et donc les prix des entreprises qui sont prêtes à se vendre sont un peu stratosphériques. Voilà. Donc Samsey, vu qu'ils ont du temps long, c'est une boîte qui a 100 ans, on n'est pas quelques années près, on laisse passer la bosse là, on ne rachète pas avec des prix stratosphériques. Pour nous, c'est trop cher, ça va se normaliser, on prend le temps qu'il faut, on surveille nos parts de marché, on n'essaie pas de se les faire piquer. Pour autant, on ne fait pas de la croissance à gogo parce qu'il faut faire de la croissance à gogo. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Samsey a toujours le même nombre de points de vente depuis 2 ans. Voilà, vous avez la moitié des points de vente qui sont en propre. Voilà, bon, j'ai mis ça parce que c'est quelque chose qu'on peut se dire pourquoi est-ce qu'ils font pas. Ils font du business en ligne, ils en font un peu, mais ça couvre que 1% du chiffre d'affaires. En fait, si vous pouvez acheter des trucs en ligne chez Samsey, c'est parce qu'il faut être présent en ligne.
mais clairement ils disent nous 80% du business c'est des artisans. Les artisans ça reste des mecs qui aiment bien le contact humain, donc ils prennent la camionnette, ils vont aux entrepôts, soit ils se font livrer, ou soit ils y vont et quand ils y vont ils prennent les cafés, les croissants, les machins, et ils discutent avec les gens puis après ils repartent sur les chantiers. Donc commander le click and collect tel que nous on peut le faire chez Fnac Darty, les artisans ils sont pas du tout dans cet état d'esprit. Donc c'est pour ça que la partie business en ligne va pas être développée plus que ça, quoi. Voilà. Alors côté concurrent, donc Samsé c'est le numéro 2 en France. Le numéro 1 c'est Point P qui a 2000 points de vente, donc c'est énorme, hein, il est loin devant. Hein, il est vraiment loin devant avec les 350 points de vente de Samsé. Par contre, selon les régions, Samsé est numéro 1, notamment en PACA. En PACA, Samsé est plutôt premier. Voilà. Puis donc après, vous avez des concurrents qui sont en dessous, qu'on connaît un peu, peut-être un petit peu mieux. Je sais que moi, des fois, je vais là-bas. Là, moi, je vais chez GGMat ou BigMat. Voilà, vous avez aussi Silverwood. Enfin, voilà. Après, en concurrent, il y a un truc qui est pas mal, c'est que vous avez une boîte qui est cotée, qui s'appelle Erige. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça permet de voir aussi la tendance du marché. Vous regardez les publications de VM Matériaux, vous regardez les publications, vous regardez les publications d'Erige, vous regardez les publications de Samsé, vous croisez les trucs, puis vous avez bien une tendance de marché, quoi. Hein. Et en implantation, Erige, en France, ils sont de la partie où Samsé n'est pas. Ils sont plutôt là, ils sont de Nantes, Erige. Donc voilà. Donc si vous faites la fusion Erige et puis Samsé, vous couvrez quasiment toute la France. Donc voilà pour les concurrents, pour pouvoir suivre le secteur. Bon voilà, après quand on regarde les performances économiques en chiffre d'affaires donc de Samsé consolidé, on voit que la boîte a grandi, c'est bien une boîte qui est en croissance, donc la croissance ça se fait en rachetant des petits concurrents parce que le marché il est énormément atomisé en fait. Donc voilà. Alors là j'avais mis le chiffre d'affaires 2021 parce qu'on l'avait eu, donc est stratosphérique, hein, parce que là, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que l'année 2020 était plutôt bien, l'année 2021 est plutôt stratosphérique. Ça va se normaliser. Hein. On va pas refaire une croissance on va pas taper 2,3 milliards de chiffres là dans un an. Hein. Ça va se normaliser, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, j'avais mis le chiffre d'affaires dans ma présentation parce que je l'avais. J'avais pas mis le résultat à part de groupe, mais le résultat, je sais pas si vous l'avez vu, on est à 93 millions d'euros. Donc là, mon bar graphe, il aurait fallu que je change l'échelle. Puis on serait arrivé ici, quoi. Hein, voilà. J'expliquerai pourquoi quand le chiffre d'affaires il monte entre guillemets de si peu, pourquoi le résultat il double, quasiment. Le résultat est énorme, on passe de 47 millions à 93 millions. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà. Alors pour suivre le chiffre d'affaires, pour suivre la performance économique quand il y a plusieurs segments de marché adressés, moi j'aime bien les découper puis les suivre. On voit que la partie qui a été énormément en croissance là sur 2021, c'est la partie artisan, hein, négoce. Puis vous avez la partie bricolage quand même, ça c'est les gens qui ont bricolé chez eux. Hein. Ça avec le confinement, le télétravail, les gens ils se sont dit tiens je vais rajouter ci, je vais rajouter ça. Donc voilà, donc on a le bricolage qui a bien décollé en pourcentage. Pour autant en part, ça reste toujours à peu près à 20% de la part totale du groupe. Bon voilà. Alors ce qu'il faut comprendre quand vous avez quand vous faites de la fabrication, moi j'aime bien regarder la marge BE, quand vous faites de la fabrication, quand vous fabriquez, donc une usine par exemple qui fabrique, puis quand vous faites du commerce, c'est-à-dire que vous rachetez un fournisseur puis vous revendez, ce qu'il faut suivre c'est ce qui s'appelle la marge commerciale, c'est-à-dire en gros la marge entre quand vous achetez 100 que vous revendez 150, vous avez 50 de marge. Donc ça faut le suivre. Donc la marge commerciale chez Samsé elle est très bien gérée, tout le temps bien gérée. On a une marge commerciale qui est plutôt vers 44%, qui est une marge commerciale qui est plutôt bien pour du négoce en bâtiment. Alors sur 2021, je ne l'ai pas mis, mais on est largement au-dessus. Là, je vous expliquerai, il y a eu un effet stock. Voilà. Donc c'est vraiment l'indicateur qu'il faut suivre pour toutes les sociétés qui font que de la distribution, peu importe le secteur, vente unique, tous ceux qui fabriquent pas en fait. Hein. Tous ceux qui fabriquent pas, il faut surveiller ça, marge commerciale. Alors le truc qui est intéressant aussi chez Samsé, il faut faire attention quand vous regardez que la top line, le chiffre d'affaires, c'est que vous avez au milieu là du compte de résultats des sociétés en fait qui arrivent, qui sont mises en équivalence. Là, donc c'est essentiellement la société Platard et puis la société SIMC. Eux, ils font du négoce. Voilà. Donc je l'ai mis ici. Voilà. La société Platard fait du négoce. Ils ont 34%. Le chiffre d'affaires est à peu près 250 millions, 240 millions. Donc le chiffre d'affaires, il n'arrive pas ici.
chiffre d'affaires du groupe. En fait, parce qu'ils n'ont pas le contrôle de la société. Par contre, ils ont droit à une quote-part des bénéfices. Donc ça arrive ici. Mais si un jour Platard est intégré, si vous faites de l'intégration du chiffre d'affaires de 34%, bah vous avez 34% de 240 millions qui vont s'ajouter ici. Hein, okay. C'est pour vous donner une vision de faut faire attention quand il y a toujours des mises en équivalence qui arrivent en dessous. Il faut faire attention aux communiqués, notamment les chiffres d'affaires T1, T3, où dedans il n'y a pas les quotes-parts des bénéfices. Quoi. Voilà. Donc il y a Platard et puis SIMC. Donc si vous regardez en équivalence, il y a quand même pas loin de 400 mœurs. Hein, 400 mœurs de chiffre d'affaires qui sont en équivalence contrôlées entre 25 et 34%. Voilà. Donc cette quote-part de bénéfices, bah, j'ai fait l'historique. Et puis sur 2021, bah, devinez, vu que ces gens-là, ils font du négoce. Hein, donc devinez, bah, ils ont fait 7,4 millions. Eux aussi, ils ont cartonné. Hein, le bâtiment, de toute façon, ça cartonne. Hein. Donc là, ils ont fait 7,4 millions sur 2021. Voilà. Ces sociétés mises en équivalence. Voilà, bah après j'ai fait un topo sur la partie dividende, donc moi j'étais plutôt prudent. Qu'est-ce que j'avais dit là? Que je m'attendais à un dividende de 8 euros. Où c'est que je l'ai mis je l'ai mis plus loin. Ok. Ici c'est pas mal de voir ça. J'avais fait un topo sur la crise Covid parce que ça permet de voir la résilience de la boîte quand il y a des incertitudes qui arrivent. Donc là on va dire le Covid en supposant que le gros de la crise est passé sur la crise Covid. Et en supposant qu'on parte sur là d'autres problèmes, inflation, énergie, récession, etc. Donc ok, donc d'autres problèmes pour l'entreprise. C'est toujours intéressant de regarder comment la boîte elle a géré une crise qui était quand même assez forte, puisque carrément on a fermé les magasins. Hein. Donc en 2020 ils ont fermé les magasins en crise Covid. Et la gestion de SAMC a été comme ça en fin de compte. C'est que en gros ils avaient pris de la dette. En haut 180 millions, Dumont était endetté. Arrive le confinement au mois de mars et là on ferme tous les magasins. Alors vous imaginez là la tête de la direction lorsqu'ils se sont dit il faut vraiment que tous les cash flows remontent à Dumont parce qu'on a pris beaucoup de dettes pour garder notre indépendance pour pas qu'on parte chez un fonds. Et puis le président il annonce qu'au mois de mars on confine jusqu'à nouvel ordre. Et ils se sont dit putain on va faire comment là? On confine, le chiffre d'affaires il tombe à zéro, on a des charges fixes, on va faire un résultat qui va pas être terrible. Comment on va faire pour remonter? Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont commencé à vendre des actifs. En fait. Donc ça, c'est une puissance qu'ils ont lorsque tu as des actifs que tu as accumulés depuis plus de 100 ans. Quand arrive une crise, tu as vraiment des choses qui sont monétisables. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu 8 ensembles immobiliers pour à peu près 28 millions. Voilà. Donc, ils ont récupéré 28 millions de trésorerie. Donc, ils ont lancé ça dès le mois d'avril. Ils ont vendu ça, le processus, il s'est fait en septembre. Alors qu'en fin de compte, le confinement était fini. Et ils se sont dit, bon, bah tant pis, on les vend, c'est pas stratégique. Évidemment, ils n'ont pas vendu la logistique stratégique. Hein. Ils ont vendu que des magasins où ils étaient pas stratégiques. Ils ont gardé les magasins, mais ils sont en location. Ils les ont vendus avec le contrat de location. Donc tout ça pour vous dire que la partie résilience de la boîte, c'est qu'en fait, elle est assise sur quelque chose qui est plutôt pas mal. C'est qu'ils ont du foncier en propre. Et ça, pour faire face à des crises, c'est plutôt bien. Donc voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu leur immeuble, ils ont retrouvé 28 millions de trésorerie, cumulé avec tout finalement les cash flows de l'année 2020 qui a été une année correcte. En fait, ils se sont retrouvés avec trop de trésorerie, c'est pour ça qu'ils ont tout refilé, ils ont tout remonté là. Hein, voilà. Donc ce que je retiens, moi, la gestion prudente et habile du groupe permet d'avoir plus de 170 points de vente en propre. Donc c'est inscrit au bilan et amorti, donc la valeur au bilan, c'est pas la vraie valeur marchande. Dans les rapports financiers annuels, il y a 4 pages du listing de foncier. Allez le voir, le rapport financier de SAMC, vous allez avoir dans les actifs. Après, dans les annexes, il y a 4 pages de foncier. Donc ces actifs détenus en propre assurent une certaine résilience du groupe en cas de gros coups durs, comme l'a montré la crise Covid. Voilà, oui, c'était ici, là. Donc pour les perspectives, moi, au moment où j'avais fait cette newsletter, donc qui date de mois de mars, je m'attendais à un coupon de 8 euros. Bon, finalement, on a 2 fois plus. On a 16. Tout ça parce qu'il y a de la dette en haut. Je pensais que l'année 2021 allait être bonne. Elle est en fait exceptionnelle. Et donc, il remonte tout ce qui est en trop. En fait, tout ce qui est en gras, en rab, il le remonte. C'est pour ça que là, on a du gros coupon. Voilà. Donc, la trésorerie qui visait SAMC, c'est à peu près ça. Ils ont bien 150 millions de trésorerie. Bon, voilà. Alors après, si on regarde sur les matrices, donc ça, j'ai eu quelques auditeurs là qui me suivent, qui m'ont dit ouais c'est vachement bien la matrice parce que je le faisais pas avant, ça me permet de bien me poser des questions. Voilà, je vous invite à le faire ça.
Ça veut pas dire que ce qui est mis là ou ce que vous allez faire ou moi ce que je fais c'est bon, mais ça permet de se poser sur les forces, c'est facile à en trouver, on pourrait même faire 40 pages de force, j'exagère parce que quand on est actionnaire on a plein de points positifs, mais les faiblesses, faut vraiment essayer de les trouver quoi. Parce que des fois il se passe un truc et puis d'un coup ça met en difficulté la boîte puis on ne l'avait pas vu quoi. Voilà. Donc les forces de SAMC, c'est qu'ils ont un maillage qui est fin dans les zones où le groupe est implanté. Donc ça, faut bien comprendre, quand vous avez un maillage fin avec la logistique en propre, tout ce qui est lourd à faire des manutentions, il faut absolument pas que vous ayez besoin d'avoir servir des clients qui sont à 300 km. Quoi. Si vous avez beaucoup de clients en BTP qui sont à 300 km, il faut à tout prix que vous montiez un entrepôt pas loin. Quoi. Parce que les camions qui vont faire 300 km avec 40 tonnes de matériel, ça va coûter une blinde. Quoi. Donc voilà. Donc le maillage qui est fin dans la zone où ils sont implantés, c'est plutôt bien. Voilà. Numéro 2 du secteur, donc courbe d'expérience. Quand on est numéro 2, c'est toujours mieux qu'être le dernier. Et ils ont beaucoup de fonciers qui ont propre, voilà, qui a force, qui assure de la résilience. Donc en fait, c'est un secteur qui est exposé à la hausse des matières premières. Donc ça veut dire que quand ils achètent leur stock, il faut vraiment qu'ils fassent attention au prix qu'ils achètent, notamment quand là il y a de l'inflation, parce qu'on sait qu'il y a des cycles. Rien n'est durable. Donc les prix qu'on a là, ils vont pas être durables. Ça va peut-être encore monter, ça va peut-être encore énormément monter, mais on est sûr que ça va jamais durer. Rien n'est durable. Donc faut qu'ils fassent attention à pas trop acheter de stock à un prix de 100. Si 2 ans après ça tombe à 80, 4 ans après ça tombe à 50. Parce qu'ils se retrouvent à avoir acheté beaucoup de stock à 100, puis le vendre à des clients, ils vont pas le vendre à 110. Si les prix normatifs sont plutôt à 50. Donc voilà, donc, il faut qu'ils fassent attention à ça. Donc ça faut gérer, c'est de la gestion. Hein. Là c'est du management business. Hein. Donc toute la difficulté sera de répercuter la hausse des matières premières pour préserver la marge, sans fragiliser non plus les clients. J'aurais pu mettre aussi une autre difficulté. Toute la difficulté est la gestion du stock au plus fin, de combien ça me coûte et comment est la tendance. Voilà. En opportunité, alors ça c'est un puissant levier, c'est qu'il y a des lois qui imposent des économies d'énergie dans le bâtiment. Vous avez peut-être entendu parler des DPE, dispositifs de performance énergétique. Donc tous les bâtiments qui sont chez des particuliers en location, qui sont estampillés en F et en G, c'est comme les frigos, là il y a A, B, C, D, E, F, G. Les F et les G ne pourront plus être loués à horizon, alors je sais plus quelle année, là, 2024 ou un truc comme ça. Donc pour les particuliers, ça veut dire que ceux qui ont du F et du G et qui le louent, va falloir qu'ils fassent quelque chose pour le classer en E. Donc soit ils font de la rénov, soit ils arrêtent de le louer, ou soit ils le vendent. Donc voilà, donc forcément, c'est-à-dire qu'il y en a qui font de la rénov. Donc ça, c'est des nouvelles obligations légales d'avoir des clients vers la rénov. Pour SAMC, c'est plutôt bien. Et puis vous avez le pendant de ça dans les bureaux. Vous avez ce qui s'appelle le décret tertiaire qui oblige les entreprises qui ont des bureaux et qui les louent, qui oblige à faire des économies d'énergie selon le décret tertiaire. Alors c'est pareil, il y a un calendrier, etc. J'ai pas les trucs précis, mais en gros, ce qu'on retient, c'est que dans les lois françaises de maîtrise d'économie d'énergie, ça impacte le bâtiment et ça force par la loi. Ça force par si t'es pas aux normes, tu peux plus louer. Voilà, et donc on a l'inflation qui va donc impacter la gestion du stock où il faudra faire attention.